Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier provisoire. Ici, une pièce de 4 mètres dans ce sens-là, 5 mètres dans ce sens-là. Et puis, je suis en train de me réinstaller ici en métropole. Alors, je vais être franc avec vous, je continue à rêver de belles machines. Et si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, je reviens des journées portes ouvertes chez Felder. Et dans quelques temps, mon atelier définitif sera à nouveau équipé de machines Felder. Mais en attendant, j'avais besoin de simplement retrouver un peu d'activité, pouvoir refaire des vidéos, pouvoir faire quelques meubles pour la maison et donc de me réinstaller dans une pièce qui mesure 20 mètres carrés. Je me suis dit que c'était dommage de ne pas documenter cette installation, même si peut-être qu'à vos yeux, ça va vous sembler être un retour en arrière, une régression. C'est un certain retour en arrière parce que la machine sur laquelle je suis assis ici, c'est la première machine combinée que je me suis achetée. Mais être capable de s'installer dans un atelier qui ne mesure que 4 mètres par 5, d'essayer de sortir des jolis projets, on est très très proche de la problématique de la plupart des gens qui ont une machine combinée. Je vois bien la plupart du temps, mes élèves se retrouvent avec des moyens qui sont plus modestes que les miens. Là, je me retrouve à faire comme eux et ça va donc être l'occasion de vous raconter cette installation, les astuces que je vais mettre en œuvre pour que ça se passe bien, pour que ce soit un espace qui soit agréable à travailler, agréable à vivre à l'intérieur, agréable de faire de la menuiserie, tout en étant sur des moyens qui sont très modestes. Et l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous raconter comment j'ai trouvé cette machine stationnaire, le budget, les erreurs à ne pas faire lorsque l'on veut s'équiper d'une machine d'occasion, des éléments de sécurité, des petites choses. Donc je vais passer en revue ce qui m'a servi de feuille de route et puis j'espère que ça va vous inspirer qu'avec ce budget qui est très modeste, je peux vous le dire, j'ai dépensé 3 300 €, j'ai plein d'objets de toupie, j'ai la mortaiseuse, j'ai la raboteuse, j'ai tout installé, une machine qui va être très très vite, on peut dire rentabilisée avec les projets qui s'en viennent dans la maison. Donc voilà, l'objet de la vidéo, c'est on s'intéresse à la machine, je ne vais pas vous la passer en revue parce qu'on reviendra sûrement sur du réglage, on reviendra sûrement sur des astuces, mais si vous, là, demain, vous prenez le bon coin et que vous allez chercher une machine en occasion, quand vous êtes chez le vendeur, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous checkez pour être sûr d'avoir une machine qui va vous rendre heureux. Allez, c'est parti! Alors, comment est-ce que je m'y suis pris pour choisir cette machine? J'ai commencé par me donner un budget. C'est tout bête, mais vous trouvez tous les budgets. Moi, je m'étais fixé un budget à 3 000 € et je l'ai légèrement dépassé puisque cette machine, elle m'a coûté 3 300 €. Et ensuite, j'ai de la chance d'avoir eu cette machine il y a 15 ans. Donc, je la connais et je n'ai pas eu à chercher des références. Je connais ses défauts, je connais ses qualités. Donc, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous aurez fait votre recherche sur le bon coin avec des mots comme combiné, combiné bois, machine de menuiserie combinée, ou bref, vous combinez un certain nombre de mots-clés autour de la menuiserie, des machines à bois, dégots, rabots, toupies, etc. Vous allez voir apparaître un certain nombre de machines et il y en a peut-être une ou deux qui va rentrer dans votre budget. Moi, j'en avais beaucoup dans ma région, donc je pense qu'il y en a bien plus qu'une ou deux qui va rentrer dans votre budget et qui va vous permettre d'avoir des idées. Mais sauf que si vous ne connaissez pas les machines qui vous font de l'œil, je vous conseille de vous rapprocher. Rapprochez-vous de groupes Facebook, le groupe Facebook Fier de faire des copeaux, si vous faites partie de mes formations, les groupes Facebook dédiés, et posez des questions. Est-ce que vous connaissez cette machine? À quoi il faut faire attention? Vous allez avoir des réponses, c'est évident. Ensuite, une fois que ceci est fait, on va s'intéresser particulièrement à la machine. Alors, pour moi, il y a un certain nombre de critères qui vont être extrêmement importants de mettre en place. C'est tout ce qui touche, on va dire, à la fiabilité de la machine et à la sécurité. Pour ce qui est de la fiabilité et des réglages de la machine, moi je me suis tourné vers une machine qui est rustique. Je savais que j'allais avoir une machine rustique, mais j'ai une machine qui est en fonte. Globalement, avant d'user de la fonte, il faut passer beaucoup de kilomètres de bois. J'ai une machine qui va se régler. Ici, on n'a pas un chariot qui est un chariot ras de lame, vous voyez. Le chariot, il coulisse, mais il coulisse à une certaine distance. Bon, ouais, ça a des inconvénients de coulisser à cette distance. C'est un peu moins pratique que la fameuse scie à format que j'ai depuis quelques années. Mais
voilà, j'ai quand même un petit bout de chariot et je vais pouvoir, par exemple, tenonner. Donc, quand on sait qu'on va pouvoir régler la machine si jamais elle a des petits défauts, déjà, on est un peu serein. Et puis après, pour moi, il y a une chose qui est absolument essentielle, c'est que le jour où vous allez voir la machine, eh ben, il faut que cette machine, elle soit en état de fonctionner. Si ça fait des années et que l'on ne peut pas la brancher, j'ai envie de dire, il y a de bonnes chances qu'elle ait jamais bien fonctionné. C'est un peu comme l'histoire du rabot. C'est-à-dire, quand vous voulez acheter un rabot d'occasion, le meilleur rabot, c'est celui qui a des traces d'usure, c'est celui qui a les paluches du menuisier imprimées dans la poignée. Vous savez que ce rabot, le menuisier, il l'a utilisé, et s'il l'a utilisé, c'est qu'il aimait ce rabot et donc que c'était un bon rabot. Donc l'idéal, c'est d'avoir une machine où vous sentez qu'elle a été utilisée, et dans ces cas-là, vous avez une bonne machine. Typiquement, on voit passer beaucoup de machines fabriquées au début des années 2000, la fin de l'UREM en France par exemple, on a des machines qui étaient vraiment de très mauvaise qualité, avec de la tôle et des choses comme ça, et des machines qui certes vont être peu chères, mais qui à mon avis ne vont pas vous satisfaire. Et une fois qu'on sait qu'on a une machine qui potentiellement, ou en fait a du potentiel, il s'agit qu'elle soit complète. Pour votre sécurité, parce que là on va essentiellement parler sécurité. On a une machine qui est une machine, alors on dit 5 ou 6 opérations. Pourquoi on dit 6? Bon, on a Dego, rabot dessus, on est à 2. On a la scie, pas de souci. On a la toupie en mode profilage. On a la toupie en mode tenonnage, c'est là où pour moi c'est un peu l'entourloupe, tenonné, profilé, bon ça reste un peu la même machine. Et puis j'ai également la mortaiseuse qui vient se mettre ici en bout d'arbre. Donc il s'agit maintenant de vérifier que cette machine qui potentiellement est capable de faire toutes les opérations de la menuiserie, elle est complète. Et donc faites un checklist. Sur la Dego, la protection, c'est le pont protecteur. Il est ici, on est OK. Je vais vous le montrer dans un instant, il s'agit aussi d'avoir le guide de Dego. Parce que dégauchir, c'est passer à plat des planches. Mais c'est aussi dresser le champ une fois qu'on a une première phase de référence. Et pour dresser le champ, il faut une règle d'équerre ici. Et le mieux est d'avoir un guide. Ensuite, pour la raboteuse, il n'y a pas vraiment d'accessoires de sécurité. Par contre, on peut faire des petits tests. Si vous testez votre bois, que vous avez dégauché une première face et que vous n'avez pas de talon et que cette règle de maçon qui pourrait vérifier que les tables sont droites, mais pour que les tables soient vérifier que les tables soient droites, il faut vraiment que la règle soit très droite. Mais par contre, moi ce que je fais plus volontiers, c'est que je passe un bois sur la Dego et je vais venir vérifier que mon bois, il plaque bien avec la règle de maçon. Donc si j'arrive à plaquer mon bois, ou mieux, si j'arrive à plaquer deux bois l'un contre l'autre, je sais que je vais pouvoir reconstituer un panneau et je sais que ma Dego est globalement bien réglée. Et une fois que vous faites ça, vous passez dans la raboteuse. Et si dans la raboteuse, vous n'avez pas de talon en entrée, vous n'avez pas de talon en sortie, c'est très bon signe. On regarde et on va voir qu'on a les rouleaux entraîneurs qui fonctionnent. On est ici sur quelque chose qui peut vraiment nous rassurer pour la partie Dego rabot. Ensuite, au niveau de la scie, on va inspecter. Est-ce que j'ai du jeu ici? Est-ce qu'elle démarre? Et quand elle démarre, allons-y, démarrons-la. Par exemple, cette machine, hop, on passe sur la scie, clac, démarrage. Pas de vibrations compliquées, pas de choses comme ça. Globalement, on sait qu'on est bien au niveau de la scie. Bon là, la lame, elle est très moyenne. J'attends des bonnes lames pour pouvoir faire des bons essais. Mais au niveau de la scie, on va vérifier qu'elle monte. On va vérifier qu'elle s'incline. Oh, ça va mériter un peu de graissage. Mais voilà, on est bien. Les butées vont peut-être plus être forcément bien réglées. Mais ça, c'est des petites choses qui vont être assez simples à faire. Au niveau de la toupie, vous vérifiez que vous avez ici les manchons. Moi, ils sont juste à côté. Vous avez la pièce de fin. Vous avez le blocage. Ok, ça bloque. Donc, vous allez pouvoir monter des outils dessus. Vous prenez l'arbre. On regarde
qu'on n'a pas de jeu. C'est des petites choses qui vont être importantes. On peut s'intéresser en regardant par-dessous à l'état des courroies. Pas simple de les voir sur certaines machines et absolument impossible à montrer en vidéo. Donc ça fait partie des choses importantes. Si on reste sur la toupie, eh ben, il nous faut absolument un guide de toupie. Voilà, je ne vais pas forcément le mettre en place, mais je vais vous le montrer ici. Le guide de toupie. Vous devez avoir un premier presseur que je monte ici, qui est un presseur vertical. Vous avez ici un presseur qui est un presseur horizontal que l'on va régler en avançant ou en recalant ici. Il est ici, il fait un peu ressort et il va nous permettre de plaquer les bois à ce niveau-là. Si on a ça, on est déjà très bien. Ici, le capot, il est fermé sur le dessus. On a le système pour le fixer. On a même un réglage micrométrique pour décaler les deux joues. Et une chose que vous pouvez également vérifier, c'est que, bon là, comme je viens de jouer sur le réglage micrométrique, je vais le remettre en place, que vos deux joues sont alignées. Bing, ici, je suis tout droit. Ça, c'est des petites choses qui vont être importantes et qui vont nous permettre de travailler de manière agréable à la toupie. Faites attention également, vu qu'on parle de la toupie et de l'arbre de toupie, un certain nombre de toupies professionnelles ont des arbres en 50 mm. La plupart des toupies amateurs ont des arbres en 30 mm. Mais vous avez également des vieilles petites machines avec des arbres en 20 mm. Et là, ça devient plus petit, on va dire, et on pourra monter vraiment beaucoup moins facilement des outils conséquents. Et voire, on aura du mal à trouver des outils adaptés dans le commerce. Il va falloir mettre des bagues d'adaptation et c'est pas top. J'ai oublié d'en parler, mais sur la scie, j'ai le couteau diviseur et la cape. C'est extrêmement important. Pas forcément pour venir y brancher l'aspiration, mais c'est parce que, hop, les doigts ont tellement vite fait de passer à côté de la scie, eh ben, ici, on est quand même bien protégé. Donc ça, c'est vraiment, je vais essayer de faire le checklist. Pont protecteur sur la table de dégo, guide de dégo, guide de toupie avec les différents presseurs, le guide parallèle pour couper à la scie. Sur la scie, vous avez un couteau diviseur et une cape qui permet également l'aspiration. Vous allez vous retrouver ici avec globalement une machine qui, même si elle n'est plus tout à fait aux normes de 2021, eh ben, va vous permettre de travailler en toute sécurité. Et puis une dernière chose sur laquelle on n'a pas parlé, toujours autour de la sécurité, c'est de la sécurité électrique. Est-ce que vous avez des arrêts d'urgence? Est-ce que le tableau électrique de la machine il a été complètement bidouillé? Ici, j'ai un arrêt d'urgence. Ici, j'en ai un autre. Hop là. Ici. Et j'en ai un ici. Donc, pour chaque fonction de la machine, je vais avoir un arrêt d'urgence qui s'installe à portée de main. Donc, c'est vraiment bête, mais le schéma électrique d'une machine, moi, c'est quelque chose sur lequel je ne me penche pas, qui sont vraiment compliqués, sur lequel je ne vais pas tergiverser en termes de sécurité. Et vu qu'on parle d'électricité, et même si je n'ai pas fini avec les sécurités, parce qu'il reste un élément de sécurité dont on n'a pas parlé, c'est nous, notre propre santé. Donc, sur l'électricité, il y a quand même une astuce qui consiste à accepter de faire des petits travaux électriques. Moi, j'ai réinstallé un petit coffret en 380 parce que cette machine est en 380 et qu'on a souvent beaucoup plus le choix. Parce que beaucoup d'amateurs se refusent à faire installer le 380 chez eux en pensant ça va être compliqué, EDF va refuser, etc. Il n'y a pas de problème, ça se fait très bien et moyennant un petit tableau électrique, 2 prises, eh ben, on se retrouve avec des machines où il y a beaucoup moins de concurrence pour ce qui est de revendre et du marché de l'occasion. Et donc on se retrouve à faire de bien meilleures affaires.
Donc voilà pour cette petite parenthèse électrique. Et puis après, pour ce qui est de notre sécurité et de notre santé, une machine comme celle-ci, elle ne fonctionne pas aussi bien, elle fonctionne carrément pas si vous n'avez pas un aspirateur. Et donc je vous conseille vivement de trouver des machines qui sont vendues avec un aspirateur, voire même, s'il le faut, de vous trouver un aspirateur à côté. Voilà pour ce qui est du petit passage en revue de la machine. Je vous propose de la faire tourner et de vous faire quelques petites images pour vous montrer qu'on a tous ces accessoires et que ça fonctionne. Extrêmement difficile d'être complet sur ce sujet. Il existe 1000 machines, il existe 1000 circonstances, 1000 accessoires qui font que chaque situation va être différente. Mais rappelez-vous que si une machine elle a été beaucoup utilisée, à la base c'était une bonne machine. Si en plus elle a bonne réputation, si vous avez pu la voir fonctionner et qu'elle est complète au niveau de ses accessoires de sécurité, globalement, vous avez grande chance de vous faire plaisir. Et à propos de se faire plaisir, j'ai une invitation à vous faire. Vous savez que je propose de la formation sur les machines stationnaires sur mon site internet et j'aime permettre aux gens de venir découvrir gratuitement mon écosystème. Les autres années, ce que je proposais, c'était de travailler autour d'une réalisation. On a fait un très beau tabouret l'année dernière, mais on est resté sur un meuble. Cette année, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Regardez, je me retrouve dans un espace qui est un espace, j'ai envie de dire, normal, avec une machine plutôt modeste. Et j'ai un projet qui est un projet extrêmement commun aussi, qui est de devoir compléter une cuisine. Dans ce cours gratuit que je vais vous proposer sur mon site internet à partir du 14 novembre, l'idée c'est ça, c'est de vous aider à organiser votre atelier avec des principes que l'on va mettre en place, avec des règles que je vais m'appliquer ici pour reconstruire dans 20 mètres carrés un atelier de menuiserie amateur qui fonctionne. Et puis après, on va basculer sur une réalisation, de la conception, du dessin, de la pose de quincaillerie, de la recherche de quincaillerie et dans quel ordre ça se fait. Il y a pas mal de petites règles qui vont être l'objet de vous montrer qu'on est capable, dans 20 mètres carrés, avec une machine d'occasion ou une machine beaucoup plus belle comme celle que je vais bientôt avoir et que j'avais avant, de faire de très belles réalisations. Donc si ça vous intéresse, c'est totalement gratuit, je vous attends. Je vous mets un petit lien en dessous, je vous mets une petite info ici. C'est du 14 au 28 novembre. Pour vous inscrire, il suffit de laisser un prénom et un mail et moi, je vous contacte par derrière. Allez, passez une bonne semaine. Bye bye.